C'est le dernier cri de la construction automobile. Une voiture électrique hybride qui a été construite il y a 60 ans. C'était l'un des hommes les plus riches du monde. Et il ne pouvait pas conduire parce qu'on n'avait pas encore inventé la boîte automatique. Il a investi $1 million pour faire créer 3 voitures. Il est parfois dangereux de faire fonctionner une voiture à vapeur. Peter, Peter, il y a le feu à l'avant. vous saviez que ça arriverait? Il y avait de bonnes chances que votre automobile à vapeur s'enflamme ou tombe en panne. La solution de rechange, C'est une Columbus Electric de 1903, la première voiture électrique de la marque. Il n'y a ni vitesse ni boîte de vitesse. Il y a 4 choix qui vont de lent à rapide. la vapeur et l'électricité. De bonnes idées en avance sur leur temps. On remonte dans le temps jusqu'à l'ère de la vapeur. C'est une Stanley Steamer de 1905. Elle fait 20 chevaux vapeur. C'est la première année que la marque a construit ce type de voiture et c'est le premier modèle connu. Peter Fawcett a acheté sa Stanley Steamer après avoir passé sa vie à collectionner, à restaurer et à vendre des voitures anciennes. C'est un ami qui possède une 1908 qui m'en a parlé. J'ai attendu 1 an, alors je ne pensais pas l'obtenir, mais la voici. Quand j'ai vu cette voiture, je n'ai pas pu résister. C'est la voiture de mes rêves depuis 1981 lorsque j'ai fait un tour dans cette voiture. On adore ou pas. Il faut bricoler un peu, mais quand ça fonctionne bien, c'est un vrai bonheur. Ah oui, la faire fonctionner. C'est la chaudière, il y a des tubes et tout le reste, et le feu va en dessous. Je vais préchauffer l'intérieur de la chaudière. Gardez à l'esprit que Peter est un mécanicien hors pair et un spécialiste de la restauration. Il conserve sa Stanley Steamer en parfait état. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pomper un peu pour augmenter la pression, comme ceci. Et gardez également à l'esprit que les éléments mécaniques de cette voiture étaient ce qui se faisait de mieux au début du 20e siècle. Je vais la démarrer. Malgré tout son talent, quand Peter arrive enfin à faire démarrer la voiture, il n'arrive à parcourir que quelques mètres. Je vais me stationner pour vérifier que tout va bien. Et la flamme qui chauffe la chaudière s'éteint. Non, elle s'est éteinte. Il va falloir rentrer. Elle marchait parfaitement hier, mais pas aujourd'hui. La Stanley Motor Carriage Company a été fondée à la fin des années 1890 par les jumeaux Francis et Freeland Stanley. Ils ont vendu leur entreprise de plaques photographiques pour construire des voitures. Et en 1899, ils en avaient construit et vendu plus de 200, un record pour l'époque. La Steamer, qui bénéficiait de 100 ans de développement technologique, était, comme on disait à l'époque, un chef-d'œuvre de la technologie des moteurs à vapeur.
Ça faisait longtemps qu'il y avait des locomotives et le principe était le même. Le fonctionnement des valves, le fonctionnement du moteur, il n'y a pas de boîte de vitesse. On ouvre l'organe d'étranglement et on part. Pour s'arrêter, on le ferme et on freine. Pour aller en marche arrière, on appuie sur une pédale qui inverse les valves, de sorte à faire fonctionner le moteur à l'envers. Ça va à la même vitesse dans les deux sens, mais il faut gérer. En 1905, à sa sortie, c'était la voiture de production la plus rapide qui soit. On garantissait une vitesse de 80 km/h. En 1906, à Ormond Beach, en Floride, ils ont fait des courses. Je ne sais pas quelle pression de vapeur ils avaient, mais ils ont atteint 203 km/h. Et ça a été le record du monde pendant des années. La Steamer était en concurrence avec les voitures électriques, ainsi que les tout nouveaux moteurs à combustion interne, que l'on considérait difficiles à démarrer, sales et peu fiables. La Steamer était une voiture pour les nantis. Elle se vendait dans les 3 000 $ et au début du XXe siècle, on estimait qu'il s'agissait du meilleur moyen de transport qui soit. Mais aujourd'hui, la Steamer est un peu capricieuse. On me demande souvent combien de temps il faut pour faire monter la vapeur. Généralement, il faut environ une demi-heure. Si on essaie de se dépêcher, c'est plus long. Il faut donc prendre son temps et être à l'écoute de la machine, parce que de toute évidence, ce n'est pas elle qui va nous écouter. Il va falloir attendre un peu parce que ça ne va pas marcher tout de suite. Elle n'est pas contente. Peter? Peter? Peter, il y a le feu à l'avant. Il y a des flammes. C'est censé faire ça? Quand la voiture se décide enfin à démarrer, elle fonctionne à merveille. Je suis mon pire ennemi. Quand elle fonctionne bien, on l'adore. Et quand elle ne fonctionne pas, on se demande pourquoi on l'a achetée. Dans ces cas-là, il faut la laisser de côté et y revenir plus tard avec une nouvelle approche pour déterminer ce qui ne va pas. C'est tout un défi, mais c'est une vieille amie. Les toutes premières voitures m'intriguent. Je les appelle les pionnières. Ceux qui les construisaient apprenaient grâce à l'expérience. Ils essayaient toutes sortes de choses. Certaines fonctionnaient bien, d'autres non. Je les trouve très courageux d'avoir essayé tout ça. Ils aimaient la vitesse parce que ces voitures pouvaient aller très vite. Bien plus que leur tenue ne le permet. 40 à 50 km/h, c'est idéal pour cette voiture. Mais elle peut aller à 80 km/h si on la pousse. Mais je ne m'y risquerai pas. Mais pour 1905, 80 km/h, c'était très rapide. Et même de nos jours, ce l'est encore s'il faut freiner brusquement. Je me demande parfois à quoi ils pensaient. Ils ont dû se dire que le plus rapide serait le vainqueur de la course. Ça doit être ça. Finalement, à la fin d'une journée éprouvante, avant même d'envisager de rentrer la Steamer au garage, il reste une dernière corvée. Bien, ça va faire du bruit. Maintenant, on sait d'où vient l'expression « relâcher la pression ». Elle file sur la route, sans bruit de moteur, surtout parce qu'elle n'a pas de moteur. C'est une Columbus Electric,
1903. C'est leur première série de voitures électriques. C'est la voiture numéro 78, le numéro de série. Mon père l'a trouvée en 1957. C'est la voiture qu'il a possédée le plus longtemps. On n'en recense que 2. Les propriétaires de l'autre automobile sont venus voir celle-ci parce qu'elle est complète. Tout est là. Il leur manque quelques pièces, alors on essaie de les aider à restaurer leur voiture. Le père de Peter Fawcett possédait beaucoup d'automobiles. Mais quand il a acheté cette voiture qui avait déjà 50 ans, il savait qu'il avait acquis un véritable bijou. Quand mon père a mis des batteries, tout était encore d'origine. Enfant, je me rappelle qu'il y avait des chiffons autour des pneus parce qu'ils étaient très abîmés. Mais ils tenaient. Les chiffons permettaient d'éviter que les pneus n'éclatent. C'est comme ça que mon père la conduisait dans la cour. Ça devait faire 40 ans qu'elle n'avait pas servi. Je trouvais ça fantastique. La partie électrique est d'origine. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est huiler les roulements. Il ne reste guère de ces voitures électriques. Elles étaient toutefois très robustes pour l'époque. À l'aube du XXe siècle, la vapeur et l'électricité étaient préférées aux moteurs à combustion interne. Les voitures à essence étaient jugées sales, bruyantes et peu fiables. Il fallait les démarrer avec une manivelle, et les femmes les trouvaient généralement trop intimidantes pour les conduire. Les femmes pouvaient conduire cette voiture. Il suffisait d'actionner le levier. Pour signaler sa présence, on appuie là-dessus. La voiture est tellement silencieuse qu'on ne l'entend pas arriver. Il n'y a pas de volant, juste cette barre. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils se sont peut-être dit que ce serait plus facile pour les femmes. On tire pour tourner à droite et on pousse pour tourner à gauche. Pour ce qui est des vitesses, en fait, il n'y a ni vitesse ni boîte de vitesse, mais il y a la possibilité d'envoyer plus de voltage au moteur. Il y a 4 choix, qui vont de lent à rapide. Ce véhicule a été conçu par la Columbus Buggy Company, à Columbus, dans l'Ohio. Elle a été créée par le clan Firestone, la famille qui s'est aussi lancée dans la fabrication de pneus. Columbus vendait des voitures électriques ainsi que des voitures à essence. Mais le fait de jouer sur les 2 tableaux ne l'a guère servi. La Columbus Buggy Company a fait faillite en 1915. C'est aussi l'année où le démarreur électrique a été breveté, ce qui a contribué à la popularité des voitures à essence. Pour son temps, la Columbus Electric était révolutionnaire. Ils essayaient de faire en sorte qu'elle soit aussi légère que possible, car plus il y a d'acier à déplacer, plus ça demande d'énergie aux batteries. Et je ne crois pas que les batteries étaient de la même qualité à l'époque. La voiture est de petite taille et elle roule comme une brouette, alors ça aidait. Elle n'a que 2 places. Je suis sûr qu'à l'époque, on se posait les mêmes questions qu'aujourd'hui. Si on avait les moyens d'acheter cette voiture, on avait probablement l'électricité chez soi. Il suffisait de la brancher sur une prise de 110 volts. C'est un système de 24 volts. Il y avait donc un chargeur adapté. Les batteries se chargeaient pendant la nuit. Je crois que c'était surtout les femmes qui conduisaient cette voiture, qui était parfaite pour les trajets en ville. Avec une vitesse maximale de 34 km/h, elle était aussi rapide que les autres véhicules de l'époque. Voici une affiche publicitaire. Elle est un peu plus récente que ma voiture. Sur cette affiche, ils prétendent qu'on peut faire 160 km avec une seule charge. À mon avis, à l'époque, on pouvait parcourir 40 à 50 km sur une route plate. Peut-être que c'est possible de le faire de nos jours avec les batteries actuelles. La voiture est légère. Cela dit, s'il y a des montées, on risque d'avoir un problème.
Bien sûr, à l'époque, les gens avaient un cheval pour se faire remorquer. Entre les voitures à vapeur et les voitures actuelles, quelqu'un a eu une idée de génie. Avec quelques 60 ans d'avance. Elle ne fonctionne pas comme les hybrides actuels. Il ne s'agit pas de faire des économies de carburant, mais de permettre à un unijambiste de conduire une voiture. Voici l'une des voitures les plus chères de tous les temps. Et ce n'est ni parce qu'elle est incrustée de pierres précieuses, ni parce que c'est la plus belle, ni parce que c'est la plus exclusive. En effet, de l'extérieur, elle ressemble à n'importe quelle autre berline à essence de la fin des années 1920. Si c'est l'une des voitures les plus chères de tous les temps, c'est à cause de ce qui se trouve sous le capot. Il s'agit de l'une des toutes premières voitures hybrides essence-électricité, l'une des 3 voitures électriques hybrides construites pour cet homme, le colonel Ned Green, qui ne pouvait pas conduire les voitures de l'époque en raison d'un handicap qui l'empêchait de changer les vitesses. Le colonel Green était le fils de Hetty Green. On la surnommait la sorcière de Wall Street. À son décès en 1915, c'était la femme la plus riche du monde. Elle avait un patrimoine de plus de 100 millions de dollars. De plus, elle figurait dans le livre Guinness des records à titre de personne la plus pingre qui soit. Malheureusement, le jeune Ned s'est blessé à la jambe dans un accident de luge et sa mère, trop avare pour payer les soins, l'a trimballé d'une clinique gratuite à l'autre pour qu'il se fasse soigner gratuitement. Les gens savaient qui elle était et essayaient de lui facturer des soins, mais elle refusait de payer. La blessure de Ned n'a jamais été bien soignée. Sa jambe s'est gangrénée et on a dû l'amputer. Quand Hetty est décédée en 1915, Ned et sa sœur ont hérité de sa fortune. Ned était tout le contraire de sa mère. Il était philanthrope et il profitait de la vie. C'était l'un des hommes les plus riches du monde et il ne pouvait pas conduire parce qu'on n'avait pas encore inventé la boîte automatique. Il avait des limousines avec chauffeur et des voiturettes électriques qu'il utilisait sur sa propriété, mais il ne pouvait pas conduire de voiture moderne. Il faisait partie du conseil d'administration de General Electric et il a investi $1 million de sa poche pour faire créer 3 voitures. Il y avait un Roadster, il y avait un Brougham décapotable et la dernière, c'est la voiture qui se trouve derrière moi. C'est ce qui aurait pu être, c'est ce qui aurait pu devenir la voiture de série. Le colonel Ned et General Electric choisissent la Stearns Knight comme voiture de base. À l'époque, elle est considérée comme une voiture de luxe. Cette voiture est une berline Stearns Knight 1929 de production, alors que les 2 autres voitures que Ned a fait construire sont des modèles sur mesure. Ned avait un physique imposant et à cause de sa prothèse, il lui était difficile de monter dans un véhicule et d'en descendre. C'est pourquoi toutes ces voitures étaient très hautes. La carrosserie et le châssis de cette voiture proviennent de l'usine Stearns Knight. Mark Leshevsky, conservateur du musée automobile JWR en Pennsylvanie, s'est donné pour mission de retrouver les voitures hybrides du colonel Ned. Il a ainsi réussi à trouver la Braun décapotable qui attend patiemment d'être restaurée. Sous le capot, on retrouve le moteur de la Stearns Knight, mais on a aussi des indices qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Ça, c'est l'un des nombreux dispositifs de commande fournis par General Electric pour l'hybridation. Il y a ces énormes câbles qui alimentent le moteur électrique et la dynamo électrique qui se trouve sous la voiture. C'est une dynamo énorme, de la taille d'un fût de bière. Pour les composantes électriques, on a fait appel à une autre entreprise, Roush & Lang. En gros, le moteur fonctionne tout le temps.
et la dynamo est boulonnée à l'arrière du vilebrequin, là où il y a normalement le volant et la boîte de vitesse. Donc, tant que le moteur tourne, la dynamo produit de l'électricité pour alimenter le moteur électrique à l'arrière du véhicule. Il reste au point mort. Il faut monter dans les tours pour produire de l'énergie et faire rouler la voiture. C'est un peu comme un bateau. Une fois que la voiture est lancée, elle veut continuer à avancer parce qu'on a accumulé de l'électricité. Pour se stationner ou manœuvrer, il faut monter dans les tours, puis ralentir. Car dès qu'elle avance, elle veut continuer à cause du voltage. Même si ces voitures fonctionnaient très bien, nul n'a songé à incorporer ces innovations à la production de masse. Et l'essence avait d'ailleurs déjà gagné la bataille du meilleur carburant du siècle. La plupart des gens ne réalisent pas que lorsque l'automobile a fait son apparition à la fin du 19e siècle, il y avait la vapeur et il y avait l'électricité. L'essence n'était qu'une énergie de substitution. C'était totalement nouveau. Le moteur à essence était une machine malodorante, peu fiable et bruyante. C'était les balbutiements de cette technologie. Mais lorsqu'on l'a développée, elle a pris le dessus sur la vapeur et l'électricité. Les hybrides du colonel Ned sont demeurés des projets isolés. Le constructeur Stearns Knight a été victime de la Grande Dépression, tout comme Rausch et Lang. Le colonel Ned n'a jamais réussi à dépenser toute sa fortune. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il a légué 50 millions de dollars à sa sœur. Et ses voitures? Je crois qu'il est décédé en 1936. Ses voitures ont été dispersées. Le Roadster a été détruit en Floride. On ne sait pas trop quand. Le Brougham s'est retrouvé dans un champ dans le Massachusetts, où il s'est lentement détérioré au fil des décennies. Et cette voiture-ci a atterri en Ohio. Dans les années 1960, quelqu'un a installé, là où se trouve le porte-bagages, un appareil à souder qu'il a relié à la génératrice et il s'en servait comme machine à souder portable. Le rêve d'un riche unijambiste de conduire sa propre voiture aura généré des innovations très en avance sur leur temps. Elles n'ont toutefois jamais été prises au sérieux. Aujourd'hui, la voiture du colonel Ned incarne ce qu'on peut accomplir avec beaucoup d'ingéniosité et un budget illimité.